messieurs, merci de suivre votre magazine Kiosque. Nous sommes aujourd'hui mercredi 6 septembre 2023. L'actualité du jour en République démocratique du Congo sera analysée par Christian Moleka et Joseph Kongolo. Alors, l'actualité ce matin, c'est tout d'abord les débuts. Le chef de l'État a lancé les débuts du projet de la maternité gratuite. C'était donc hier. Nous allons parler de cela tout au long de ce magazine. Et puis, la nouvelle prolongation du mandat de la force régionale de l'EAC. Il sera encore là en République démocratique du Congo jusqu'au 8 décembre. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Et le procès en flagrance des militaires par rapport à la répression meurtrière des adeptes de la secte Ouazalendo. Le procès a débuté hier à Goma. Alors, ces militaires sont poursuivis pour crimes contre l'humanité, par meurtre, destruction méchante, incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir et à la discipline. Nous allons en parler tout au long de ce magazine Kiosque. Christian Moleka, bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Vous serez face à Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour Christian, bonjour à tous nos téléspectateurs et spectateurs, auditeurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, ça y est, la maternité est gratuite désormais. Oui, une bonne nouvelle. Évidemment, c'est une bonne nouvelle pour vous qui avez encore l'ambition d'avoir des enfants. Pas vous. Non, je suis déjà pratiquement déjà mis fin à cela. Oui, mais je salue fermement cette décision du président de la République. C'était une promesse dès le début, il en parlait sur la santé universelle. Nous pensons que nous sommes à la fin du mandat et c'est une promesse qui est restée longtemps pendante. Et heureusement qu'il a eu à passer l'exécution, donc ça quitte juste un projet et c'est devenu un programme qui doit être exécuté. Je crois que nous saluons ça, mais nous allons encore saluer plus quand les objectifs escomptés, n'est-ce pas, seront atteints. Si effectivement la mortalité infantile et la mortalité maternelle va diminuer, n'est-ce pas? Qui est élevé à Kinshasa. Pardon? Très élevé à Kinshasa. Oui, pas seulement à Kinshasa, hein. c'est en République démocratique du Congo. Et le programme, c'est pour l'ensemble du territoire national, même si le projet pilote, c'est la ville de Kinshasa pour l'instant. Donc, très élevé, effectivement. Et nous ne savons pas en amont qu'est-ce que le gouvernement a eu à faire avec les maternités qui ont été recensées pour ce projet. Est-ce qu'il y a un matériel supplémentaire? Est-ce qu'il y a des médicaments? Nous ne savons pas le contenu précis, n'est-ce pas, de ce programme. Mais au moins, nous saluons, de par les objectifs qui ont été, accolés à ce projet. Et en plus, c'est une promesse électorale qui a été réalisée. Et je crois que pour moi, je salue, mais ce qui est plus important pour moi, c'est de voir le résultat sur le terrain, la diminution de la maternité infantile et maternelle. Alors vous avez parlé d'une promesse électorale à la fin du mandat. On s'interroge pourquoi seulement maintenant, pour qu'on puisse bien coter les chefs? Oui, seulement maintenant, bon, écoutez, quelles que soient les raisons, ils pouvaient avancer, mais l'intention électoraliste, bien que minimale, n'est-ce pas, dans cette réalisation du projet, n'est pas exemple, ok? Mais au moins, c'est quelque chose qui a été promis pendant ce mandat, n'est-ce pas? Et qu'arrivé à la fin, on a réuni des moyens de part en part, pour ne fût-ce que lancer ce projet qui sera évalué évidemment dans le prochain mandat, c'est pas aujourd'hui qu'on va évaluer ça. Donc je crois que... S'il sera réélu, alors on va évaluer, ou sinon ce sera une autre personne qui va... Non, évidemment. Écoutez, notre effort en tant que nation aujourd'hui, c'est de faire un effort, de faire en sorte que les projets comme celui-là, le projet comme la gratuité, enfin la constitutionnelle, le projet comme le développement des 145 territoires, n'est-ce pas? Ce sont des projets, en principe, nous, société civile, nous devons faire en sorte que ces projets soient permanents, soient permanents aux besoins que sentent dans les textes de la République. Ce sont des projets qui sont bons pour la nation, pas pour les individus. Voyez-vous, pour la nation, nous pensons que notre effort prochain, c'est de faire en sorte que ces projets soient permanents, soit dans les textes, soit encore dans des lois de la République. Voilà, Christian Moleka, vous également, comment vous avez accueilli les débuts de ces projets de la maternité gratuite? On aura beaucoup d'enfants à Kinshasa. Bon, je constate également, comme M. Kongolo, que c'était l'un des points essentiels de son discours de candidat en 2018. Il avait beaucoup insisté sur la couverture santé universelle. Et c'est une bonne chose pour le pays. Pourquoi? Parce que
peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, les dépenses liées à la santé sont des dépenses énormes pour des gens à revenus très faibles. Et donc on peut enrichir une population en augmentant ses salaires ou en réduisant les charges liées aux faibles revenus. Et donc lorsqu'on dégrève les charges de santé sur les enveloppes, donc on permet de réduire la pauvreté des citoyens et donc on recrée un pouvoir d'achat parce qu'on a dégrévé les charges de santé qui sont à Kinshasa, on le sait, énormes. Et donc de ce point de vue-là, c'est une bonne démarche de vouloir couvrir la santé universelle des citoyens et de recréer un peu de revenus. Deuxième chose, c'est que, à la différence de la gratuité de l'enseignement, c'est une mesure qui a pris du temps pour qu'on le réalise. Le président a pris le pouvoir en 2019, il a directement lancé la gratuité de l'enseignement. On a vu comment il y a eu beaucoup de difficultés pour le mettre en œuvre. Par contre, pour la santé, il y avait déjà une cellule, d'ailleurs dirigée par l'actuel ministre de la Santé, au niveau de la présidence. Et je crois qu'ils ont eu suffisamment de temps pour élaborer la stratégie afin de l'implémenter. Et l'approche pilote également diffère de l'approche qui a été mise en place avec la gratuité, c'est-à-dire commencer partout. Donc avec une approche pilote, on peut aller par étapes, séquencer et évaluer la mise en œuvre étape par étape. Donc globalement, de ce point de vue-là, je crois que c'est une bonne chose. Par contre, il y a des questions à se poser. C'est que déjà nous avons un taux de fécondité qui est à 6,2%. Donc au Congo, vous avez 6 enfants pour une femme. Le taux, 2020. C'est élevé. C'est très élevé. Donc lorsque nous prenons des politiques qui s'appuient essentiellement sur la maternité, ça veut dire que nous allons davantage relever le taux de fécondité et éventuellement les naissances des enfants. Donc il y a des implications dans d'autres secteurs. Ça, c'est une inquiétude la première. La deuxième, c'est le financement. Comment on finance la gratuité de la santé? Parce que quand on dit gratuité, ça veut dire d'autres prennent en charge, et notamment l'État. Parce qu'il n'y a pas de gratuité. La gratuité, ça veut simplement dire que celui qui était le consommateur final ne paye pas, mais une autre personne paye à sa place. On l'a vu avec la gratuité de l'enseignement, qui a eu du mal à se mettre en place pour cause de financement, à telle enseigne qu'il a fallu des appuis de la Banque mondiale pour permettre de tenir jusqu'à ce jour. Comment on finance la gratuité de la santé? Parce que c'est une réforme permanente. Le ministre a dit qu'il y a une somme qui a déjà été débloquée, 47 millions 700 000 dollars. Justement, j'en viens. On ne peut pas mettre en place un programme aussi important en s'appuyant uniquement sur les financements publics. À un moment donné, on aura des limites. Dans beaucoup de pays du monde, lorsqu'on met en place la couverture de santé universelle, on a toujours une sorte de mix de financement. Une partie du financement est couverte par les mutuelles de santé, une partie du financement est couverte par les assurances et une partie par le financement public. Or, aujourd'hui, on lance un programme avec essentiellement un financement public. Est-ce qu'on ne va pas se buter, comme pour la gratuité de l'éducation, à des besoins de financement demain? Bon, même si on a pris l'approche palier avec les projets pilotes. Au début du mandat, nous avons été approchés avec certains analystes pour discuter de cette question avec quelques conseillers du président. Et à l'époque, nous avions proposé au conseiller du président de l'époque déjà d'élargir la mutuelle de santé pour aboutir à la couverture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une mutuelle de santé qui couvre les enseignants, notamment le MESPE, qu'il faut élargir cette mutualisation de santé aux élèves, ensuite aux agents publics d'autres secteurs, et vous avez une plus large couverture de santé, mais avec une prise à charge par la cotisation. Parce que là, vous avez des possibilités d'atteindre le même objectif, mais avec un financement qui soit plus large que le financement public. Ensuite, nous avons un embryon d'assurance santé qui se met en place aujourd'hui avec le marché de l'assurance qui s'ouvre, mais qui est très embryonnaire. Comment, avec la réforme de l'assurance, on élargit la capacité des Congolais, ceux qui sont notamment couverts par un emploi stable, à accéder à l'assurance santé? Ce sont des questions de réflexion qui nous avions commencé en 2019, malheureusement, qui n'ont jamais abouti. Nous avons eu beaucoup d'échanges avec pas mal de conseillers à Fleuve Congo Hôtel en 2019 déjà, mais qui sont restés dans les tiroirs. Bon, les choses ont avancé et aujourd'hui, on revient avec l'approche du financement public. L'approche du financement public, dans un pays où les financements publics, nous le savons, nous sommes en pleine année électorale, où il nous faut financer les postes électorales, où la gratuité, vous l'avez suivi avec la rentrée scolaire, les enseignants du public qui menacent d'aller en grève parce qu'ils n'ont pas reçu le salaire de 3 mois à certaines provinces et qui manquent en argent. Où on connaît comment, il y a quelques mois encore, beaucoup de secteurs de l'État ont grincé des dents parce qu'il manquait de l'argent. Est-ce qu'en ce moment, on peut encore ajouter les charges publiques
à un trésor public qui peine à répondre aux charges permanentes qui existent déjà. C'est ça la grande équation. Oui, c'est bien de lancer maintenant, mais si on repose cela uniquement sur les financements publics, on risque d'avoir les mêmes problèmes qu'avec l'éducation. Il faudrait élargir les mix de financement pour aller vers la mutuelle et l'assurance, mais fondamentalement, le projet, il est bon. Encore que à quelques 6 mois de l'élection, est-ce que, je rejoins M. Congolais, on n'est pas dans une démarche électoraliste simplement pour dire qu'on a répondu à une des points de la campagne et on aurait répondu tacitement au problème, d'autant plus qu'on sait qu'en termes de couverture de santé, dans les grandes villes, on a moins de problèmes qu'en milieu rural. Donc si on commence dans une grande ville comme Kinshasa, où la couverture santé, la couverture en termes de réseau de santé est plus large, on est plus à même de le réaliser qu'en milieu rural, même si avec 145 territoires, on construit de ça et là quelques centres médicaux. Alors, Joseph Kongolo, la question, elle est fondée par rapport aux acteurs même de cette gratuité de la maternité. Là, on voit des infirmiers, des médecins, les femmes sages. Est-ce qu'on a pensé aussi à leur prise en charge et puis les hôpitaux sélectionnés, les matériels par rapport à cette gratuité? Je disais tout à l'heure que quand on élabore un projet, il y a des éléments, n'est-ce pas, qui accompagnent ce projet. Je pense qu'on ne peut pas être en mesure de mettre un projet sur la gratuité, n'est-ce pas, de la maternité sans penser, n'est-ce pas, au personnel, sans penser, n'est-ce pas, au matériel adéquat, n'est-ce pas, pour ce travail. Je pense que... On a déjà placé les matériels parce qu'il y a une liste là des hôpitaux. Oui. Ben justement, c'est ce que je dis. Ça dit que c'est un projet qui est complet en soi, n'est-ce pas? Au-delà de la gratuité de la maternité, il y a des éléments qui accompagnent cette gratuité. Et en particulier, c'est peut-être le traitement de tout le personnel qui entoure le projet. N'est-ce pas? Vous avez aussi le matériel qu'il faut améliorer, n'est-ce pas, dans différentes maternités. On les fait en aval, ça devait se faire en amont. Écoutez, je n'ai pas le contenu du projet en soi pour donner les différents détails, mais je crois très sincèrement qu'on ne peut pas élaborer ce projet sans penser, n'est-ce pas, à l'amélioration des rémunérations du personnel, n'est-ce pas, de la maternité, ainsi que le matériel adéquat. Parce qu'on veut améliorer, parce qu'on voudrait diminuer la mortalité, ça veut dire qu'il faut mettre suffisamment de médicaments, un personnel, n'est-ce pas, adéquat, et peut-être suffisamment motivé aussi par un salaire considérable. Donc, je pense que ce sont des éléments qui charrient, qui accompagnent le projet, on ne peut pas ne pas en parler. Donc, ça doit être prévu dans le projet. Ça ne peut pas ne pas être dans le projet, sinon, c'est pas un projet, c'est autre chose. C'est ça la réalité. Au-delà de ça, il y a aussi tous ces enfants-là qui vont venir au monde. Il faut aussi poser aussi, c'est-à-dire quoi, penser aussi à le social par rapport à cela. Tout bien, ça, madame, je voudrais en profiter pour revenir encore à ce que Christian a dit tout à l'heure, qu'il y aura accroissement de la fécondité. Bon, c'est pas automatique, hein. C'est pas automatique. Je crois que la vie, elle est très chère, particulièrement dans les centres urbains, pour que quelqu'un ne puisse pas, ne fût-ce que par gratuité de la maternité, faire les enfants midi-soir. Matin, midi, soir, je ne pense pas. Donc, c'est pas automatique, n'est-ce pas, hein, c'est pas du tout automatique. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je crois que nous sommes dans un processus et que le cadet, ou si vous voulez, l'enfant oublié du régime de Félix, c'est plutôt ce social qu'il faut limiter pratiquement au panier de la ménagère, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a des efforts supplémentaires qui doivent être faits pour que ces enfants qui viennent, qui sont nés gratuitement dans les maternités de la République démocratique du Congo, et qu'il y ait quand même des facilités pour affronter la vie sociale. Voyez-vous? Donc, il faudra aussi, en sus, améliorer le pouvoir d'achat des parents, le pouvoir d'achat des Congolais en général, n'est-ce pas? Vous en particulier, madame, vous avez encore des enfants que vous attendez, n'est-ce pas? Améliorer aussi votre traitement dans différentes entreprises où vous travaillez, en fonction, n'est-ce pas, du prélèvement des salaires de l'État, des fonctionnaires de l'État. Parce que c'est ça le critère principal aujourd'hui. Quand l'État ne sait pas ramener ses fonctionnaires, par exemple, à un salaire minimum de $200, vous avez les Libanais, les Indiens, tout cela, ils gardent des salaires de $20, 40, 50, $100 à la fin du mois, simplement par référence, n'est-ce pas, au salaire de l'État. Donc, si l'État déjà arrive à améliorer, n'est-ce pas, le traitement des fonctionnaires, n'est-ce pas, avec un standing de vie assez convenable, je pense que automatiquement, les entreprises privées doivent suivre le rythme et en gros, améliorer le pouvoir social, n'est-ce pas, le pouvoir d'achat des Congolais. Donc, ce sont les éléments, n'est-ce pas, qui accompagnent, en principe aussi, de près ou de loin, qui accompagnent, n'est-ce pas, cette politique de gratuité de la maternité
de la maternité. Voilà, Christian, il y a eu plusieurs projets comme ça dans les temps, mais le problème d'application. La crainte aussi que ça souffre d'application, ou les sommes qu'on a citées là, 47 millions, et qu'il y ait aussi des détournements par rapport à cela. La grande difficulté du pouvoir actuel, c'est pas les bonnes idées, c'est la mise en œuvre des bonnes idées. On l'a vu avec le projet 100 jours, on l'a vu avec la gratuité de l'enseignement. Les idées peuvent être bonnes, c'est la mise en œuvre, la planification qui pose problème. On l'a vu avec Tilé Gelou, c'est vraiment la planification et la mise en œuvre qui pose problème. Et donc à 6 mois des élections, on n'aura pas la distance nécessaire pour voir la planification, la mise en œuvre. Et donc, parce que d'ici 2 mois... C'est à 4 mois. Hein. Oui, mais parce qu'à partir d'octobre, on sera déjà dans l'ambiance de la présidentielle, donc on est pratiquement à 2 mois. Et donc, on n'aura pas la distance pour voir la mise en œuvre de la planification, mais c'est un vrai challenge pour lui et pour son équipe. Et malheureusement, c'est ça qui participe à réduire la portée des réformes, parfois utiles, qui ont été menées, mais dont la mise en œuvre a posé problème. Je reviens sur la problématique que je soulevais du taux de fécondité. Vous savez, les mesures incitatives telles qu'on veut le prendre chez nous, se font généralement dans les pays à natalité faible. Je comprends que beaucoup des tirages du président viennent de la diaspora et qu'ils tentent de reproduire ce qu'ils ont vu là-bas. Mais il y a des considérations sociodémographiques à prendre en compte. Dans des pays à faible natalité comme l'Occident, les mesures incitatives s'expliques parce que le pays a besoin d'un dividende démographique et qu'il faut pousser à la natalité. Donc ça s'explique vraiment dans ces contextes-là. Dans des pays à forte natalité comme le Congo, j'ai dit que nous avons un taux de 6,2% de fécondité, donc 6,2% d'enfants par femme, donc une moyenne de 6 enfants par femme. Des mesures incitatives, ça veut dire ça renforce la natalité, vont à un moment donné poser un problème de dividendes. Nous sommes une société chroniquement jeune avec 65% de la population qui a moins de 35 ans. Certains disent même 50% qui a moins de 35 ans. Et donc les mesures incitatives des fécondités ne correspondent pas en principe à notre évolution démographique. Parce que nous avons une dividende énorme. Énorme démographiquement. Donc faire ce choix, vu de la diaspora, c'est un bon choix. Vu en termes de politique intérieure, c'est une question complexe qui ne correspond peut-être pas à l'évolution démographique de notre environnement. Maintenant, oui, le Congo est un pays sous-peuplé, je suis de ceux qui pensent qu'on est sous-peuplé, qu'il nous faut avoir 200 millions d'habitants, parce que le pays est trop grand et qu'on l'occupe pas assez. Mais partir du postulat de la maternité, de mon point de vue, n'est pas adapté aux besoins immédiats de sociétés comme les nôtres qui ont une fécondité assez forte. Maintenant, deuxièmement, c'est que je reste d'avis que c'est une bonne chose en termes de pouvoir d'achat. Vous savez, à Kinshasa, si vous allez faire la maternité et que votre femme connaît ce que tout le monde appelle à Kinshasa la césarienne, ça vous coûte entre 1000 et 1500 dollars dans certains centres médicaux. En tout cas, ça va de 600 dollars à 1500 dollars si votre femme va faire de la césarienne. Ça veut dire, si vous avez un citoyen lambda qui amène sa femme à la maternité, puis le médecin lui dit, voilà, l'enfant n'est pas en bonne position et qu'on va on va le sortir par les hauts, ça ne sera pas gratuit. Ça, je ne sais pas si c'est dans les paquets, mais ce monsieur est amené à trouver 1000 dollars ou 1500 pour faire sortir sa femme de l'hôpital. Et si vous allez dans beaucoup de centres de santé, moi je fréquente beaucoup les milieux périphériques, vous trouvez les phénomènes d'embrigadement des femmes. Des femmes qui ont accouché, qui ont été embrigadées parce qu'ils n'ont pas l'argent suffisant pour payer les frais de santé. Et vous avez des femmes qui restent à l'hôpital pendant 2 ou 3 mois, le temps de trouver de l'argent pour sortir. C'est quand même ce que j'allais dire, c'est quand même bien par rapport à c'est une bonne chose. Ça résout ce problème-là. Ça résout ce problème-là. C'est une bonne chose. Ça permet de régler les problèmes de pouvoir d'achat. Ça permet aux Congolais de faire de l'économie parce que les dépenses de santé sont énormes. Même si je reste convaincu qu'à la base, nous sommes une société à forte fécondité et que les mesures statistiques de fécondité ne correspondent pas à notre évolution démographique, mais c'est une bonne chose. Encore faut-il régler la problématique du financement qui, de mon point de vue, ne peut être uniquement public parce qu'avec le financement public, nous aurons beaucoup de difficultés. Voilà. Je crois qu'on peut passer à d'autres sujets. Oui, je reviens un peu sur ce que Christian a dit tout à l'heure. Il a donné un exemple du financement de la gratuité de l'enseignement. Je crois que dans les milieux financiers internationaux aujourd'hui, on ne finance pas un projet juste par simple déclaration.
très souvent, c'est quand on a mis la main à la pâte, quand on a commencé le projet, quand on a supporté toutes les difficultés du début et que le projet est opérationnel, très vite, vous voyez les milieux financiers vous rejoindre. Alors, si vous ne mettez pas le premier pas, il est très difficile qu'on puisse vous donner le financement avant l'exécution du projet. Et c'est le cas qu'il y a eu d'ailleurs avec la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est vrai avec 200 millions de dollars l'an, n'est-ce pas, pour ce projet, d'après ce que j'ai suivi, 200 millions de dollars l'an, je crois que ce n'est pas aussi beaucoup d'argent pour un pays qui est dans des efforts pour la mobilisation des impôts. Voyez-vous, je crois que pas de créer, n'est-ce pas, des impôts, mais tout simplement essayer de récupérer encore de l'argent qui se trouve entre les mains, n'est-ce pas, des citoyens ou des opérateurs économiques, n'est-ce pas. Il y a plusieurs impôts qui ne sont pas opérationnels, ça c'est la première chose. Deuxièmement, même les, comment on les appelle, ceux qui sont soumis à l'impôt là, comment on les appelle? Les assujettis. Les assujettis, ils sont très peu nombreux dans la plus de moitié du Congo. Vous avez très peu d'entreprises qui sont assujetties, n'est-ce pas, aux impôts. Donc il y a lieu de faire un effort particulier dans des secteurs pareils pour pouvoir mobiliser 200 millions l'an et supporter, n'est-ce pas, cette facture de la gratuité de maternité. Au-delà de ce que Christian a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut des financements, il faut élargir l'assiette, il faut encore des mutuelles de santé élargir et tout ça, mais nous pensons que les efforts au niveau public, c'est d'élargir l'assiette, n'est-ce pas, des impôts pour pouvoir supporter cette facture qui a une importance sociale capitale. Pour que ça reste pas dans l'effet d'annonce. Deuxième chose, effectivement. Deuxième chose, quand il parle de taux élevés de la fécondité, c'est vrai, il a raison dans tout ce qu'il a dit, mais les objectifs poursuivis par ce projet ne sont pas les mêmes qu'en Occident. Voyez-vous, à l'Occident, ils ont une carence de main-d'œuvre et tout ça, ainsi de suite, la société vieillissante. Là, ils incitent un tout petit peu les gens à avoir des enfants. Mais ici, chez nous, l'objectif est autre. C'est vrai, c'est un modèle calqué, n'est-ce pas, sur l'Occident, mais avec d'autres objectifs qui relèvent, n'est-ce pas, du milieu, de notre milieu. C'est lui, tout simplement, de lutter fortement, n'est-ce pas, contre le pouvoir d'achat des habitants et ce mal social de voir quelqu'un qui donne la vie et tout de suite il est prisonnier, n'est-ce pas, des hôpitaux. Je pense bien que si ce projet réussit et qu'il arrive à des résultats escomptés, peut-être qu'on pourra muter sur d'autres formes de gratuité que celle-là. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Voilà. Juste pour un dernier point, j'étais la semaine passée en train de discuter avec une société d'assurance de la place, je ne vais pas citer son nom. Ils m'ont présenté leur offre d'assurance. Ils ont l'assurance obsèque, ils ont l'assurance voyage, ils ont l'assurance chantier, tout ça. Et j'ai posé la question, est-ce que vous offrez une assurance santé? Ils m'ont dit, non, on n'a pas une assurance santé. Pourtant, c'est l'une de grandes boîtes d'assurance de notre pays. Ils n'ont pas d'assurance santé. En riant, j'ai dit, ben, vous avez quand même l'assurance obsèque, vous n'avez pas l'assurance santé. Vous préférez que les gens meurent, que les gens vivent. On a ri, tout ça. Oh non, on n'a pas ce package, il n'y a pas d'assurance santé. Je crois que l'État devrait travailler également dans l'ouverture du marché de l'assurance pour aller vers l'assurance santé. Parce que même dans les pays développés où nos amis de la diaspora viennent, les frais de santé sont couverts une partie par l'assurance et une partie par la mutuelle. Vous voyez, les élèves peuvent avoir une mutuelle scolaire. Et moi, je rappelle encore que nous sommes allés voir en début de mandat, en 2019, les conseillers du président pour leur dire qu'on va santé c'est bien, mais travaillons à élargir la mutuelle pour qu'elle ne se mette pas uniquement aux enseignants, mais à tous les fonctionnaires, mais également aux élèves. Les projets existent. Mais bon, voilà, comme toujours, on nous reproche d'être très critique, mais lorsque vous apportez des propositions concrètes qui font aider le pays à avancer, ben, généralement on met dans les tiroirs, c'est parce que ce sont les idées ou les personnes qu'on n'apprécie pas. Mais il que dans beaucoup de pays, c'est la mutuelle et l'assurance qui permet de prendre en charge le gros, la couverture santé. L'État, dans des pays comme le nôtre, est soumis à une pression permanente. Je vais vous rappeler que le président de la République, lorsqu'il a pris son pouvoir, avait promis de mécaniser 8000 nouveaux médecins. Nous sommes à la fin de son mandat. Ces jeunes médecins n'ont pas toujours été tous mécanisés. J'ai rappelé la semaine passée ici qu'il y a un contentieux entre l'ordre des médecins et des médecins qui sont en procès parce qu'il y a un certain nombre de médecins qui viennent du privé à qui on exige de faire un test pour avoir le Sénat. Il y a cette problématique des médecins à aligner jusqu'à aujourd'hui pour qu'ils reçoivent leur prime qui traînent, mais dans un contexte où les capacités financières de l'État sont très limitées, cette bonne idée peut se buter à la contrainte des finances. Je rappelle que nous sommes dans un contexte
électorale où le financement des élections, nous suivons tous ce cas du matin au soir, nous dire qu'il n'a pas suffisamment d'argent. Donc, est-ce que le financement public suffit? Moi, ça m'inquiète. C'est une interrogation. C'est possible si on élargit la façon de voir les choses. Okay. C'est une interrogation qui, de mon point de vue, est très sérieuse. Et le gouvernement doit être à même de voir plus loin que le financement public. Voilà. On parle d'autre chose, c'est la prolongation du mandat de la force régionale de l'EAC. Ils seront là encore en République démocratique jusqu'au 8 décembre de cette année. Joseph Kongolo, alors que cette force a fait l'objet des critiques même du chef de l'État, mais il sera encore là. Votre analyse. Bien, madame, vous savez, c'est un dossier qui a beaucoup de rubriques. Nous savons comment cette histoire a commencé et à la fin, le point de vue du président de la République qui a épousé pratiquement la position de la population, qui a trouvé que c'est une force qui est improductive en réalité. Improductive, quand bien même à 10-15%, ils ont essayé d'atteindre, disons 10-15% des objectifs escomptés. Aujourd'hui, on a une charge sur nous, apparemment, qui semble ne pas faire correctement son travail. Mais ça, c'est de mon point de vue. Je pense que c'est un problème de stratégie du président de la République. D'abord, de s'allier du côté de l'opinion de la population, c'est-à-dire critiquer sévèrement la force de l'EAC sur le terrain, le travail qui a été fait. Mais entre-temps, on garde cette force avec espoir qu'à l'approche des élections, n'est-ce pas? Vous savez, à l'approche des élections ici chez nous, il y a toujours beaucoup de choses, entre autres cette histoire de marche des Ouazalendou et tout ça, qui peuvent, n'est-ce pas, dans une certaine mesure, n'est-ce pas, faire partir soit des stratégies de l'adversaire, par exemple, j'ai dit bien, qui peut. Alors, tous ces éléments-là, n'est-ce pas, qui accompagnent la fin des mandats, tous ces éléments qui accompagnent le processus électoral, particulièrement dans notre pays ici. Alors je crois personnellement que le président de la République garde cette force, ne fût-ce que pour maintenir la situation au moment des élections. C'est un peu contradictoire, M. Joseph. Mais effectivement, madame. Une force que vous critiquez, inefficace, mais vous les gardez quand même. Alors, ils vont changer leur tactique pendant les périodes dont vous faites allusion. Moi, je réfléchis. Je ne dis pas que c'est ce qui est. Je réfléchis. Je pense que le président de la République, politiquement, il s'allie à l'opinion de la population. Voyez-vous? Il le dit chaque jour, que cette force est improductive. Il le dit chaque jour. Mais dans l'entretemps, c'est des mandats qu'on renouvelle. OK? Ce sont des faits. Et nous faisons l'analyse pour essayer de comprendre cette attitude, cette apparence contradiction. J'ai dit apparente parce que ça peut faire l'objet d'une stratégie du chef de l'État. Oui, une stratégie n'est pas que unique. Nous n'avons pas une même lecture de lire une stratégie. Voyez-vous? Une stratégie peut être comme ça. D'un côté, je donne la carotte, de l'autre côté, je fais ceci. Voyez-vous? Et moi, je pense que le président de la République, tout en s'alliant politiquement du côté de l'opinion, n'est-ce pas, mais aussi stratégiquement sur le terrain, il préfère garder cette force jusqu'au moment, n'est-ce pas, des élections pour limiter tout simplement les effets nocifs, n'est-ce pas, en matière sécuritaire au moment des élections. Je crois que des présidents de l'EAC en exercice, le président Burundi avait dévoilé alors sa stratégie, parce que quand il était ici, il a dit que c'était inopportun que cette force puisse quitter la République démocratique du Congo. C'était déjà une vérité qu'il avait dévoilée ici. Oui, mais parce que Kinshasa avait beaucoup compté sur l'arrivée des troupes de la SADC. Beaucoup pensaient que la SADC viendra remplacer l'EAC. Or, si vous avez suivi les tout derniers sommets de la SADC, il n'y a pas eu un calendrier clair et net de déploiement de troupes. Et donc, face à une SADC qui estime utile de venir, mais qui ne présente pas un calendrier clair et net de déploiement des troupes, eh bien, le vide n'aurait servi à rien. Et donc, à un moment donné, alors que la stratégie SADC semblait être l'élément, la pièce de rechange, cette pièce de rechange traîne à venir, on maintient sur place ceux qui sont là. Donc, est-ce que nous avons encore une certaine maîtrise de l'agenda de l'EAC? Cette question, il faut qu'on se la pose. Parce que, à voir comment les choses avancent, moi j'ai comme le sentiment que nous avons perdu la maîtrise de l'agenda de l'EAC, qui se comporte en quelque sorte comme dans un pays conquis. On a vu l'armée ougandaise aller planter les arbres
en Ituri, on voit tel autre, il y a des rapports qui font état des commerces de bois opérés par des militaires étrangers. Moi, j'ai le sentiment que nous avons perdu le contrôle de ces dispositifs-là et qu'aujourd'hui, nous sommes en grande difficulté parce que Kinshasa a haussé les tons pour menacer ce départ, en espérant le déploiement rapide de la SADC. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement au beau milieu d'un schéma complexe. La SADC ne vient pas. En tout cas, jusque-là, pas les calendriers clairs. Et donc, à défaut d'avoir la SADC, on garde pour l'instant l'EAC. Et bien évidemment, il faut trouver pour l'électorat un discours de fermeté qui permet de calmer la colère de la population qui constate, comme nous tous, que l'EAC est venu faire de la force tampon, alors qu'elle était censée appliquer un mandat offensif, avec une feuille de route de Luanda qui précisait les désarmements et les cantonnements. Cette force s'est transformée en force tampon, et puis apparemment en force des négociations. Et on est loin de la feuille de route de Luanda, on est loin de ce qui était recherché. Malheureusement, on n'a pas d'issue parce qu'une telle opération militaire ne se remballe pas comme on remballe un bouquet de fleurs. C'est toute une logistique, c'est toute une intégration des commandements qui prendra du temps pour partir. Et même si elle devrait partir, elle partirait forcément graduellement. Ce ne sera pas un tapis qu'on roule. Donc on est dedans, on va y rester encore un peu plus longtemps. Encore c'est-à-dire que la MONUSCO, là, du côté de la MONUSCO, on accélère le processus de retrait et l'EAC doit encore rester. Oui, la MONUSCO a un plan de transition qui existe depuis très longtemps et dont la mise en œuvre est en train d'avancer. Bien évidemment, au niveau de l'EAC, on attendra, le Kinshasa attendra le calendrier clair de la SADC pour pouvoir s'appuyer sur cette nouvelle force-là. Et tant qu'il n'y aura pas un calendrier clair de la SADC, je ne vois pas Kinshasa prendre l'option d'élever cette force de l'EAC qui a quand même eu le mérite d'installer cette forme de statu quo que nous avons aujourd'hui, qui est une forme de non-belligérance, parce que nous sommes dans un état de non-guerre. Chacun occupe ses positions, nous sommes dans un état de non-guerre, et cet état de non-guerre favorise Kinshasa à mieux s'organiser militairement, parce que ce que nous manquions, c'était les temps. Rappelez-vous, la guerre était arrivée à Saké, donc au port de Goma. À l'allure où nous allions, peut-être que Goma serait tombé. Et donc, d'une certaine manière, cette force, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a permis à Kinshasa de gagner en temps, de s'organiser militairement, de s'organiser en Là, vous parlez de quelle force? L'EAC, parce que ça a permis d'avoir une sorte de gel du front. Ce gel du front a permis à Kinshasa de recruter les 30 000 jeunes que nous avons recrutés, que nous avons formés, de mieux s'occuper, et probablement d'adopter une nouvelle option. Donc oui, on fustige parce que l'option offensive n'a pas été atteinte telle qu'on le souhaitait, mais d'un point de vue de temporalité, l'EAC a aidé Kinshasa à gagner en temps, même si l'option de la SADC traîne encore le pas à se mettre en œuvre. Alors, Joseph Kongolo, la MONUSCO, on a suivi le vice-premier ministre des Affaires étrangères qui a parlé d'accélération du retrait, processus de retrait de la MONUSCO, c'est-à-dire que l'EAC c'est encore mieux que la MONUSCO. Oui, pour revenir, d'abord je salue ce que Christian a dit tout à l'heure. Vous savez que cette force de l'EAC, comme il a dit, avec beaucoup de précision, que ça a permis à la plus de moitié du Congo de refaire son armée. D'armée, et on ne pouvait pas, au même moment on construit l'armée, au même moment on se bat au front, voyez-vous. Donc ça, je crois que c'est une des grandes stratégies qu'on a eues sur le dos, n'est-ce pas, de l'EAC, la présence de l'EAC à la plus de moitié du Congo, c'est que ça a donné, il faut voir avec quelle vitesse, n'est-ce pas, le gouvernement a essayé, n'est-ce pas, de recruter, de former, surtout d'acheter les armes et ainsi de suite. Je crois que c'est très important. Deuxièmement, la force de la SADC. Je crois que sur le plan purement politique, quand un régime est arrivé fin mandat, et surtout en période électorale, le régime n'a plus la propension nécessaire pour pouvoir engager la République, surtout dans les matières de souveraineté, comme celle-là, c'est-à-dire ramener une nouvelle armée, une moitié du Congo. Vous savez, et là, moi, je pense assez clairement que si l'État ne prend pas l'option, n'est-ce pas, de prendre la relève avec son armée, prendre la relève pour mettre l'armée congolaise au front et peut-être se battre contre les envahisseurs, je crois que si la SADC doit venir, il faut attendre le mandat prochain, quand le président aura les pleins pouvoirs. En ce moment-là, il peut jouer pleinement le rôle en tant que représentant légitime du peuple congolais. Et pour l'instant, je vous dis franchement que sur ce plan, il est très difficile de négocier avec un régime qui est fin mandat et surtout à la veille, n'est-ce pas, de la campagne électorale.
Donc je pense que le maintien, n'est-ce pas, des forces de l'AEC entre dans cette stratégie du chef de l'État aussi d'occuper le terrain et surtout... Non, on doit attendre un autre mandat pour qu'on puisse tabler sur ça. Je crois que ce genre de décision, je dis bien ce genre de décision, c'est une décision de grande souveraineté qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, un président qui est en campagne électorale, engager la République pour amener une armée étrangère sur le territoire national, n'est-ce pas? Je crois que ce n'est pas vraiment le moment qu'il le faut. Il pouvait bien le faire bien avant, mais pour l'instant, c'est vraiment très difficile. Et si cette force doit venir, je pense qu'il faut attendre le mandat prochain, peut-être en début du mandat prochain, quand le président aura les pleins pouvoirs, ou celui qui sera élu, pour ne pas dire que ce sera seulement le président actuel. Donc quand il aura les pleins pouvoirs et légitimement élu, il pourra forcément, si nécessaire, ramener cette force en République démocratique du Congo. Entre-temps, il y a le procès en flagrance des militaires, des 6 militaires, des FARDC. On dit qu'il y a 2 de la garde républicaine et les ministères publics a déclaré que ces militaires ne se sont pas concertés. Ils se sont concertés pour commettre le forfait. Ils ont agi assurer leur initiative, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un commandement par rapport à leur acte. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle analyse vous faites de ce procès? Ils sont accusés pour meurtre, crime contre l'humanité. D'abord, je déplore ces massacres parce que les 2 régimes successifs Kabila, les 2 Kabila nous ont ramené à plus de 6 millions de morts. Je crois qu'il faut mettre un frein à cette érosion mortelle, n'est-ce pas, du peuple congolais qui souffre dans la chair, que de sang, que de boue, que de sueur, sur un peuple, une trentaine d'années durant. Non, je crois que c'est suffisant. C'est suffisant, madame. Je salue, d'abord je déplore, et d'ailleurs je présente une pensée pieuse pour toutes ces familles qui sont éprouvées, mais je déplore vraiment ce comportement qui n'est pas un comportement démocratique, un comportement qui ne respecte pas le droit de l'homme, alors que c'est le projet phare du président de la République. Donc je déplore fermement, n'est-ce pas, cet acte. Je considère ça comme une bavure mortelle, une bavure déplorable, et je voudrais que la justice fasse véritablement son travail. C'est vrai, madame, les infractions, quand on les énonce, n'est-ce pas, avant, surtout en flagrance, on brûle beaucoup les étapes dans l'instruction. Voyez-vous? Donc il faudra entrer dans le procès pour découvrir s'il y a des commanditaires derrière. Voyez-vous? Vous savez qu'en plein procès, ils ont agi de manière isolée. C'est ce que je suis en train de dire. Un militaire peut agir de manière isolée. Je suis en train de vous dire ça. Ouais. C'est dans le procès, n'est-ce pas, qu'on peut être en mesure de détecter les commanditaires. Pour le moment, c'est lui énoncer tout simplement des infractions. Voyez-vous? Sur base d'une instruction brève. Mais c'est pendant le procès, on peut aller plus loin pour découvrir le commanditaire. N'oubliez pas que les infractions peuvent être reformulées pendant le procès. Ok? Donc, je ne pense pas, il n'y a pas à s'alarmer là-dessus, mais ce qui est important, c'est de voir un procès juste. N'est-ce pas, un procès juste, où la justice doit faire preuve quand même un peu d'intégrité, n'est-ce pas, dans la distribution de la justice. Et à ce moment-là, nous pouvons savoir qui sont les commanditaires. Voyez-vous? C'est pas en déclarant comme ça qu'ils ont fait de manière isolée, ainsi de suite et tout ça. Et non, nous allons suivre le procès. Ça ne suffit pas, évidemment. Nous allons suivre le procès. C'est dans le procès que l'on saura effectivement que l'ordre est venu de quelque part, n'est-ce pas? Si alors on n'arrive pas à prouver que l'ordre est venu de quelque part, ça veut dire que tout simplement, peut-être qu'ils ont agi. Les commanditaires peuvent être occultes, hein, ils peuvent être occultes, ils peuvent pas seulement être du gouvernement, ils peuvent être aussi du côté de l'opposition. Par exemple. Ah bon? Non, alors, écoutez, madame, j'ai dit, c'est une réflexion. C'est une réflexion. Goma est prisé par nos adversaires le 1-23. Voyez-vous? Et que cette manifestation qui a été au départ, n'est-ce pas, annulée, refusée, n'est-ce pas, par le porteur du pouvoir local, n'est-ce pas, ils se sont entêtés pour le faire. Vous savez que quelque part, ça peut être lié à la stratégie de l'adversaire. C'est aussi une réflexion. On peut manipuler ces signes. Effectivement, on peut les manipuler, ou encore c'est un ballon d'essai. On s'est dit, mais est-ce que par la manifestation, est-ce qu'on ne peut pas profiter de cette manifestation? Ça peut être un ballon d'essai de l'adversaire. J'ai dit bien, ça peut être un ballon d'essai de l'adversaire, parce que nous sommes sur un terrain de guerre, voyez-vous. Donc, tout comme les commanditaires peuvent venir de M23 ou encore d'autres gens que du gouvernement. Je ne dis pas que c'est cela, mais je dis tout simplement que tout ça est possible sur un terrain de guerre. Voilà. Christian Moleka, on dit qu'il ne s'agit pas d'une action étatique, qu'ils ont agi de manière isolée. Ça, c'est les ministères publics. Hein. Les procès encore en cours. Madame Gisèle, la justice a pour finalité de punir
de guérir et de restaurer. Si la justice punit sans guérir et restaurer, sa justice n'a rien fait. Il ne suffit pas de punir ces soldats, mais restaurer la paix sociale. Et je crois que la position prise par le ministère public ne va pas aider à restaurer la paix sociale. Et déjà, beaucoup de Congolais ne croyaient pas à la capacité de notre justice à rendre le bon droit. Et je crois que cette position que le ministère public a prise va conforter cette méfiance des Congolais à la justice, parce que personne ne peut croire que 6 éléments de la républicaine aient pris de manière concertée et isolée, seuls, la décision de mitrailler. On parle quand même de maintien et de MROP. Mais si on se pose des bonnes questions, le MROP dans notre pays, c'est de l'ordre de la police. Le maintien et le rétablissement de la République, c'est l'ordre de la police. Est-ce que lorsque la police est débordée, que la police peut faire recours à l'armée parce que nous n'avons pas de gendarmerie chez nous, et donc l'armée vient en soutien à la police. Nous sommes devant un cas où ce n'est pas la police qui faisait le MROP, nous sommes dans un cas où c'est l'armée et particulièrement la garde républicaine qui s'est retrouvée à faire des MROP. Et dans ce contexte-là, on va présenter 6 éléments en disant qu'ils sont le seul responsable. Cette justice-là va peut-être punir, mais elle ne va ni restaurer ni guérir la paix sociale. Or, nous sommes dans un environnement qui a besoin, pas seulement de punir les gens, mais qui a besoin de restaurer une confiance en la justice et de restaurer un minimum de paix sociale. Moi, je crois que le procureur a le temps de se rattraper pour nous aider les Congolais à voir clair. C'est une question grave. Nous sommes un pays agressé. Tout le monde a fait une campagne pour soutenir l'armée. Savez-vous la méfiance qui va naître entre la population et l'armée dans une zone en conflit où nous avons besoin d'une grande collaboration entre l'armée et les civils pour répondre à l'agression de notre pays? Savez-vous comment on a cassé la confiance entre les citoyens et l'armée dans une zone où, sociologiquement, le militaire n'est pas apprécié? À l'est de notre pays, intégrer l'armée n'a pas une bonne perception. Donc il fallait un travail énorme pour recréer cette confiance en l'armée, pour que les gens croient à l'armée nationale, Bendele Koyate, selon nos phares d'essai. Et en ce moment où on construit l'élan d'une confiance entre l'armée et les civils, qu'intervient ce drame. Mais qui va saper tous les efforts. Imaginez toute la communication que nous avons construite pour dire aux Congolais, soutenez les phares d'essai. C'est de l'argent dans notre public qu'on a mis, des campagnes et des campagnes. Comment demain on va expliquer aux citoyens, ces mêmes citoyens, de garder cette confiance à l'armée, alors que nous sommes dans une zone d'opération où le soutien de la population est énorme, même en termes d'information. Je crois qu'il faut prendre la mesure de la chose et ne pas chercher des boucs émissaires, quelques petits boucs émissaires, parce qu'on veut protéger certains intérêts à couler. Ça ne réglera pas le problème, ça va davantage nous enfoncer sur une autre voie qui sera plus dangereuse de mon point de vue. Alors, c'est fini. Merci, oui, madame, Christian Moleka. Je reviens à l'élément juste fini, pour 2 minutes. C'est vrai que Christian a raison quand... 5 secondes, Moreau. Effectivement, quand Christian parle de MOP qui est assuré par la police, mais il ne faut pas qu'il oublie que nous sommes dans un état d'urgence où généralement le pouvoir militaire est transféré, le pouvoir civil est transféré au pouvoir militaire. C'est une zone opérationnelle, c'est-à-dire que c'est justifiable. Hein, mais ce n'est pas le massacre qui est justifié, mais le maintien de l'ordre peut être fait par l'ARP, mais pas pour tuer. Ça, je l'ai dit. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a un argument de taille. Il y a un argument de taille aussi sur lequel il faut revenir. Nous sommes dans l'état d'urgence. Je crois qu'il faut voir les différents aspects d'un état d'urgence qui démontrent que, à la fois, c'est vrai qu'on ne peut pas tuer comme ça, massacrer la population, mais aussi que la population qui a la première province qui a compris que c'est un état d'urgence ne pouvait pas aussi outrepasser les mesures et faire une grande manifestation de contestation, n'est-ce pas, en pleine ville et dans une ville qui est prisée par l'opposition, voilà, par nos adversaires. C'est vrai qu'on ne peut pas ici accorder que l'armée puisse tuer, et ça je le condamne fermement. Voilà, l'émission est finie. Merci M. Joseph Kongolo, merci M. Christian Moleka. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de kiosque. Je vous retrouve le vendredi avec le même plaisir. Au revoir.